Amateurs de castagne ou ceinture blanche de cinéphilie, bienvenue dans Kimura, le podcast de deux potes qui parlent de cinéma d'action. Chaque épisode, on discute autour d'un film avec et sans spoil, et tout de suite, direction l'Indonésie. Mais oubliez vos lunettes de soleil, on ne part pas à Bali, mais dans les quartiers crapuleux de Jakarta. Aujourd'hui, on vous parle de The Raid, un film réalisé par Gareth Evans, sorti en 2011. Le soleil vient à peine de se lever sur l'île de Java, et Rama, interprété par Iko Uwais, doit déjà partir. Aujourd'hui, une mission pas comme les autres. Avec ses collègues policiers, ils sont équipés jusqu'aux dents. Équipement militaire oblige, la mission va être périlleuse. En effet, ils partent à l'assaut d'un immeuble. C'est devenu la forteresse de Tama, un baron de la drogue. Et ce dernier se trouve au 15e étage. Pour l'atteindre, l'équipe de police va devoir affronter de nombreux ennemis. Et notamment se frotter à Mad Dog, l'un des hommes de main du cinéma d'action les plus violents que j'ai vus. Pour m'accompagner dans cet épisode, j'aurai à mes côtés Théo, qui, après avoir terminé d'aiguiser sa machette, pourra venir nous expliquer ce qu'il a pensé du film The Raid. Théo, comment vas-tu ? Salut Raph, ça va et toi ? Écoute, je vais super bien, j'ai la pêche, là, on est là pour quoi ? C'est l'épisode 8, je crois, du podcast ? Ouais, je crois que c'est l'épisode 8, ouais. Donc j'ai révisé mon penchaxilat et on est parti pour un épisode haut en couleur. Je m'as fait découvrir une nouvelle fois un nouveau cinéma et j'ai bien apprécié, donc comme d'habitude, hâte d'en parler avec toi. Alors, je sais pas si Cyril Diabaté serait aussi chaud. C'est ça, on peut dédicacer la brigade anti-mytho, la BAM, qui traque tous les mythos de jutsu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que notre héros, il maîtrise peut-être le penchaxilat, mais en tout cas, c'est efficace dans ce film. C'est vrai que dans ce film, c'est très efficace. Mais avant de vous parler de The Raid dans le détail, je vous rappelle que le podcast donc, est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles. On est aussi sur YouTube. On a fait une page Sens Critique, si vous voulez commenter quelque chose, c'est appréciable aussi. Et on est sur Instagram avec Kimura Podcast. Vous tapez ça, vous devriez nous trouver sans doute. Et du coup, comme l'a dit Raph, n'hésitez pas, Instagram, vous avez toutes les sorties, petit spoil pour l'avenir. On va commencer à voir pour préparer aussi des formats courts, ou en tout cas des extraits d'épisodes, ou etc. du podcast. Donc foncez sur Instagram, vous avez toutes les actus. Raph, il vous partage souvent aussi des petits trucs qu'il a vus, ou alors c'est important pour nous, et puis pour ceux qui ont envie de suivre les épisodes, vous êtes sûr de rien rater, quoi. C'est ça, là 2026, on va se transformer en influenceur. Ça y est, c'est bon. On commence à mettre les outfits d'influenceurs. Là, je vais acheter, il me faut un t-shirt Jean-Claude Van Damme. Voilà, c'est le prochain achat. Prochain achat. Je vous le dis. Non, mais sans parler de l'influence en général, on va pas devenir des influenceurs, vous inquiétez pas, c'est pas notre style. Mais je pense que ce sera vraiment le repère, en tout cas pour avoir toute l'actualité de Kimura, ça va être surtout Instagram. Et après, un follow sur YouTube, un follow sur Spotify, vous aurez aussi la notification des nouveaux épisodes. Mais pour l'actualité globale de Kimura, c'est notre compte Instagram, quoi. Donc, The Raid, donc, vous avez compris, c'est un film qui est très rentre-dedans. Comme je l'ai dit dans le résumé, c'est vraiment l'histoire d'une mission, une mission qui va très mal se passer, forcément. Sinon, il n'y a pas trop de films. Et Théo parlait donc en préambule d'un film haut en couleur. Alors, c'est le cas sur peut-être le côté figuré, dans le sens où il se passe vraiment plein de choses complètement folles. Mais au niveau esthétique, c'est vraiment pas le cas, je suis désolé. C'est un film qui est très gris, il y a très peu de couleurs. C'est un film très violent. Peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Si vous avez un cousin, un petit frère un petit peu jeune, peut-être pas lui montrer tout de suite The Raid, pour ceux qui connaissent pas, hein, mais voilà, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est un film qui est vraiment dans des teintes très grisâtres, avec un sang qui est noirâtre, encore une fois, qui est des fois rouge foncé, voire même vert dans une scène. Et pareil, j'ai pris des notes quand même. Donc je vais clairement pas habiter à Jakarta, en tout cas pas dans ce quartier. J'ai trouvé ça moche, mais vraiment moche comme Nancy, tu vois, si tu veux. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que Bali est une meilleure destination en Indonésie. Ouais, pour le coup, pour être allé à Bali, je vous le conseille. Alors, j'ai rien contre Jakarta, mais en tout cas, le Jakarta dépeint par The Raid, n'y allez pas. Ouais. Donc voilà, c'est une atmosphère vraiment très crade. On avait parlé de Bronson il y a de ça 2 épisodes. Personnellement, moi, je pourrais manger sur le sol de la prison de Bronson, que ce serait
plus propre que là dans l'appartement de The Raid où c'est vraiment, mais ça craint à mort. Mais ça donne un petit charme au film. C'est ça, ça donne un charme au film, et je pense que ça met aussi en relation, vous allez voir, mais la noirceur de certains personnages. Et en fait, que ce soit le décor ou la lumière, ça nous met en situation de danger constamment dans le film. En tout cas, on a l'impression d'être dans une situation de danger. Je pense que ouais, ça représente bien, du coup, ouais, cette sensation de danger et d'inquiétude constante, quoi. On est dans un endroit où on ne sait pas ce qui peut nous arriver au moindre couloir, moindre escalier, et le fait qu'on ait une vision un peu réduite due à cette lumière qui est un peu sombre, ça rajoute de la tension dans les scènes, je trouve. Ouais, c'est vrai, on a l'impression que des fois, il y a un peu une brume. Moi, la première fois que j'ai vu le film, c'était dans des conditions épouvantables, sans doute en streaming, donc je pensais que c'était dû à la qualité de mon stream. Mais là, en l'ayant vu dans de meilleures qualités, c'est vrai qu'on se rend compte que la vision est pas très nette sur ce film. Je voulais dissocier quelque chose là en parlant de ce film. Donc c'est un film qui est ultra violent, hein, vraiment. Et de par son ultra violence, et c'est un peu, comment dire, c'est ultra violent, il y a un ton un peu grisâtre. Il y a beaucoup de gens qui, de par aussi les scènes d'action qu'on va développer un peu après, qui sont enfin, souvent faits en plan séquence ou bien avec voilà, certains cuts, mais elles sont très fluides en tout cas. Beaucoup de gens trouvent The Raid réaliste, enfin des néophytes je pense, et à chaque fois ils vont caractériser donc ce film de réaliste. C'est pas du tout un film réaliste. Non. On va arrêter là tout de suite. Euh, je comprends pas ce trope de film réaliste. C'est vraiment un film ultra bourrin qui a ni queue ni tête, mais en fait c'est pour ça qu'on l'aime. C'est une Ouais, violence ouais. décomplexée qui a fait du bien. Je sais, enfin toi c'est vraiment la première fois que tu découvrais le film. Yes. Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir là, tout ça là? Bah, ce que ça m'a fait ressentir, ouais, c'est ça, c'est une violence qui s'arrête jamais. Si vous aimez les films où on contextualise pendant 30 minutes avant qu'on commence à bouger ou quoi que ce soit, regardez pas The Raid. Là, on a une contextualisation qui, je pense, dure 5 minutes maximum, Ouais, et clairement. on rentre directement dans l'action. Donc, c'est brut, on n'aura pas de tirade philosophique, et au bout de 10 minutes, ça explose et ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à la fin du film. C'est là vraiment la promesse du film, c'est ça. C'est ça, on est vite dedans et on est vite happé par le film parce que les scènes d'action s'enchaînent très rapidement, et on est certes dans un immeuble pourri, et cetera. Pour moi, on pourrait croire qu'on vous décrit quelque chose où l'action démarre très vite et continue jusqu'à la fin, donc on pourrait croire un film brouillon, de type, je pense, un film qui est très brouillon, je pense à Expendables, où ça explose de partout, beaucoup d'action tout au long du film, mais les scènes, je les trouve très brouillonnes. Là, c'est hyper lisible tout le temps, chaque baston, elle est bien pensée, elle est chorégraphiée au millimètre. C'est presque, on dirait presque une chorégraphie de danse par moment. Et, euh, et ouais, on est vraiment en immersion. Ça me fait penser un peu dans des moments où on est en tant qu'observateur extérieur, donc sur les plans, quand tu parlais de plans séquences, notamment sur les scènes d'action, etc. Mais dans la progression des personnages dans le bâtiment, je trouve qu'on est souvent du point de vue comme si on était un membre de l'équipe. Ça me rappelle un peu quand on fait une campagne sur un jeu vidéo du style Call of Duty ou des choses comme ça, où en fait, vous suivez votre équipe devant, vous les voyez constamment et vous les voyez progresser et vous êtes acteur. Bon, là, en l'occurrence, on ne sera pas acteur, mais ça me faisait beaucoup penser à ça, avec la caméra qui colle au corps. Et ce que je remarque, c'est plus le film avance, plus on monte dans les étages, entre guillemets, parce que vous allez voir, du coup, on vous a dit, c'est une tour de 15 étages. Vous doutez bien que le boss est tout en haut et qu'il va falloir monter, aller le chercher. Et plus on avance dans les étages, plus la caméra et les plans, je trouve, ils vont être resserrés, on va être dans des pièces exiguës, etc. Et ce qui donne aussi une sorte de forme, en tout cas de mon point de vue, une sorte d'oppression, en fait, où on sent en fait l'étau se resserrer constamment et on ne sait pas en fait de quel côté ça va pencher à la fin, quoi. Parce qu'on est dans un film qui est dans une telle violence que on a cette tension de on ne sait pas comment ça va finir. Donc ouais, t'es souvent en apnée devant les scènes, tu transpires, et puis quand ça se termine, t'as qu'une envie, c'est de te dire ah, j'ai envie de revoir cette scène-là, j'ai envie de revoir cette scène-là, et de décortiquer un peu plus, quoi. Comme ce que disait Théo, c'est que le film vraiment, il va te mettre en apnée. Tu te sens oppressé. Donc au début, tu commences, t'es dans la camionnette avec les flics, donc t'as déjà ce côté un petit peu d'oppression. Et quand tu vas arriver à l'air libre et voir ce ciel qui est gris, cet environnement gris, ce qu'on va te montrer, ça va directement être l'immeuble, mais insalubre. Je parlais de Nancy avant, mais je pèse mes mots. C'est vraiment un immeuble horrible. Et à partir du moment où ils vont pénétrer dans cet immeuble, tout va aller de mal en pis. L'équipe va se décimer petit à petit. Ce qu'on disait, cette promesse d'action permanente, c'est vraiment le cas. On va avoir de rares pauses où, si vous voulez, le rythme va un petit peu se freiner, mais c'est jamais pour mettre totalement en pause le film. Euh, les gens vont reprendre leur souffle.
on va penser les blessures, on va recharger nos armes, on va essayer de chercher un endroit pour s'échapper justement. Donc, les personnages sont jamais passifs. Ils sont tout le temps dans l'action. Moi, je trouve que ces moments calmes, qui sont entre guillemets calmes et qui sont pas, ils participent en fait à faire augmenter la tension parce que quand on fait redescendre, en tout cas les scènes d'action et qu'on est entre deux scènes d'action, on va avoir des scènes plutôt calmes où on va avoir moins de mouvement, etc. Mais ça nous fait monter la tension parce qu'on les voit, comme tu disais, soigner ou alors se cacher, être traqués et ça nous augmente en fait l'étreinte qui en fait est en train de se refermer sur eux et vraiment représenté en fait par ces scènes. On a la scène où ils se cachent derrière un faux mur, etc. Voilà, et ça participe aussi à ça, quoi. Bah, on peut revenir sur cette scène du faux mur. Ouais. Ce que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est un film ultra violent et je trouve qu'il va pencher par moments vers le film d'horreur sur pas mal de points. Bon, déjà, c'est du fait qu'il soit gore, d'utilisation de la machette, ben, ça rappelle tout de suite les slashers, Vendredi 13 et autres. Et il y a une scène qui est vraiment cool où donc il y a deux policiers qui vont se cacher dans un faux mur et dans un appartement, il y a un endroit très exigu avec une porte. Bref, ils sont cachés là-dedans et les méchants, quand ils vont commencer à fouiller l'appartement, il y en a un qui va planter sa machette, dans le faux mur, mais petit à petit. Il va commencer donc il va aller de gauche à droite et à chaque fois, il va planter en haut, en bas, en haut, en bas. On a ce mouvement répétitif. On va voir la lame rentrer dans le mur puis ressortir. On va avoir le point de vue donc de ces policiers qui sont piégés dans un endroit qui est étroit. Donc là, on a vraiment encore plus que jamais cette sensation d'oppression et hem et donc cette scène, va aller jusqu'au moment où, il y a un des flics, donc c'est Iko Uwais qui va se faire frôler par la machette et donc le film, il est tendu mais de bout en bout, on sent vraiment tout le temps cette pression. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait d'une main de maître pour le coup par Gareth Evans. Je précise, des fois, je vais peut-être dire Gareth Edwards, alors, il y a que 2 Gareth que je connais dans le cinéma et forcément, je vais les confondre. Même si l'autre, il a fait Star Wars et Godzilla, ça a vraiment rien à voir niveau cinéma. Là, on est vraiment sur des inspirations, très, horrifiques et en même temps, ben, un peu une lettre d'amour, aux arts martiaux, à sa manière. C'est ça. Et puis je trouve que cette sensation, en tout cas, que tu parlais film d'horreur, elle se retrouve vachement dans les moments de traque, en fait, où les méchants vont traquer les policiers. Et c'est vraiment un peu ces scènes où on est dans un bâtiment dans les films d'horreur, on a, je sais pas, j'ai pas un exemple, mais en tout cas, on est chassé par un monstre ou... C'est ça, on va voir Michael Myers qui Voilà, va nous suivre exactement. et d'habitude, on n'a pas trop le point de vue de Michael Myers. Là, on a vraiment, de temps en temps, de rares points de vue, des méchants où en fait, on les voit, soit, achever les ennemis qui sont encore à terre, regarder les caméras de surveillance. On sait que, les policiers, petit à petit, vont être décimés et en plus de ça, ils sont observés, ils sont entendus, on communique avec eux donc hem, l'oppression, c'est vraiment, je pense, le bon terme pour désigner ce film et ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu vois, la violence, parfois, elle est montrée de manière vraiment frontale, alors avec, tout ce que vous voulez comme violence, hein. On va même carrément prendre un néon pour le planter dans la gorge d'un type, mais sinon, c'est des coups de feu, des coups de machette, des coups de poing, enfin plein de coups, quoi et Des coups de couteau aussi. Le personnage principal a une maîtrise du couteau qui est quand même assez impressionnante. clairement et la violence, bien qu'elle soit des fois montrée de manière frontale, j'ai remarqué que des fois, elle va être coupée. Un petit peu comme si on allait censurer ce qui allait se passer, mais moi je trouve qu'au contraire, ça permet bah déjà directement d'enchaîner sur une autre scène, donc ça ajoute du dynamisme au film. Au lieu de couper le coup pendant la dynamique et de donner par exemple un autre coup, bah là on va passer directement à une autre scène. Donc c'est vraiment comme si même les scènes qui ne sont pas des scènes d'action sont en fait mises dans l'action directement. Donc c'est ultra intéressant je trouve. Et je trouve que les scènes d'action aussi, elles participent aussi à la progression des personnages dans le lieu, en fait. On n'a pas juste, voilà, le personnage avance, il s'arrête à un endroit et il va se battre et après il passe à autre chose. C'est souvent, il a un objectif à cet étage ou alors il veut aller protéger quelqu'un, cacher quelqu'un et il se trouve des ennemis sur leur passage et les scènes d'action, en fait, sont dans le but d'avancer vers cet endroit et juste pas faire la bagarre, quoi. On est toujours dans une stratégie de réussir à éliminer l'ennemi, se sauver aussi parce que ça commence à être chaud et on n'est pas juste sur des scènes aléatoires qui arrivent où on se dit oh, bah, c'est le moment de mettre 5 minutes d'action. Voilà, ça participe vraiment. On n'a pas de scénario, mais on a une lisibilité tout au long du film qui nous permet de voir leur progression parce qu'en soi, tous les étages se ressemblent. Euh, on pourrait se dire qu'on pourrait être vite perdu avec plein de scènes de combat, etc.
Et encore une fois, comme je disais, il me semble dans l'intro, on est sur quelque chose, on comprend la progression, on comprend où on va, et notamment grâce aux scènes d'action. Notamment parce que C'est ça, donc c'est ce que disait Théo, tu as vraiment cette gestion de l'espace, notamment avec la verticalité et l'horizontalité. On a un bâtiment qui est très ancien, avec beaucoup de pièces qui se ressemblent, mais malgré tout, on arrive à donner à chaque fois une petite ambiance à chaque pièce. On sait que, alors, ok, là, c'est l'appartement où il y a la femme malade, là, c'est l'appartement où il va y avoir l'explosion avec le frigo. Et il y a, tous ces petits appartements vont à chaque fois avoir une scène d'action un petit peu mythique ou quelque chose qui va se passer dedans. Et en dehors de tout ça, l'espace, il est super bien géré parce que appartement de merde dit aussi isolation de merde, dit qu'en fait, on peut commencer à casser les murs. Donc, on va jouer avec ça, notamment avec la scène de la machette. On va aussi casser le sol. Il y a les personnages qui vont utiliser une hache pour creuser le sol, pour littéralement aller dans une autre pièce. C'est génial comme idée. Mais même, ouais, à ce moment-là, certains creusent le sol et descendent d'un étage, d'autres reprennent un trou qui a été fait. Non, alors, ouais, c'est une fois qu'ils sont descendus, on voit l'équipe de policiers se séparer. Certains remontent par le trou, d'autres sortent par le couloir où ils sont descendus, etc. Donc, il y a vraiment un jeu avec la verticalité et qui, en tout cas, désorganise aussi les policiers et les méchants, quoi. Ça... C'est ça, on a pareil, parce que forcément, là, les policiers sont obligés de faire ça parce qu'ils peuvent plus avoir accès à la cage d'escalier. Cage d'escalier qui a été utilisée plusieurs fois. Alors, on a des chutes assez folles qui sont filmées là-dedans. On a des fusillades, bah, justement, on va avoir, par exemple, les méchants qui vont être à plusieurs étages au-dessus, tirer sur les policiers qui sont en contrebas. On va avoir aussi les méchants qui vont commencer à escalader enfin, les étages en fait de la cage d'escalier, un petit peu comme ça pourrait être des araignées. Donc on a vraiment ce côté un petit peu, Yamakasi. voilà, c'est ça. Oui, les Un peu Yamakasi. C'est ça. On a le côté un peu rampant, grouillant, où en fin de compte, on va se retrouver à avoir des ennemis qui sortent de partout. C'est ça. Pour vous expliquer, on se retrouve un peu, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les animes. Je pense à par exemple Hunter x Hunter où vous avez cet arc où c'est l'arc où ils doivent monter les étages avec des adversaires un peu différents. Et ben là, on trouve, c'est pareil, c'est chaque étage représente presque un niveau de difficulté et on augmente la violence à chaque étage, la désorientation, comme je disais tout à l'heure. Plus les personnages montent, plus les ennemis vont être forts, mieux armés ou plus nombreux. Et en fait, c'est une montée qui est un peu dramatique parce qu'on grimpe vers l'inconnu et on se doute que potentiellement, il y a de grandes chances qu'on grimpe vers la mort. Et du coup, cet aspect vertical, je trouve, du bâtiment, c'est ce qui donne aussi, comme je disais, le rythme naturel du film parce que chaque étage, voilà, il y a 15 étages, quand on arrive au 7, au 8, on sent qu'on se rapproche en fait du climax du film qui est d'arriver au bout. Et ce qui est bien, c'est qu'on utilise tout l'espace. Un coup, on va être dans un appartement, un coup dans le couloir, un coup dans la cage d'escalier, un coup, je veux dire, dans un mur caché, etc. On utilise tout l'espace qui permet en fait une cuisine, on utilise différents ustensiles. Euh, et je trouve que du coup, Gareth Evans, il exploite bien en fait presque chaque centimètre carré pour créer en fait du danger, de la tension et en tout cas de l'action et du suspense, quoi. C'est ça, clairement. La gestion de l'espace est pleinement maîtrisée. Et puis avant, on tourne un petit peu autour du pot. Il faut vraiment qu'on parle de sujet. C'est la structure narrative du film. Depuis le début, on vous parle de boss, de montée en étage, d'ennemis qui sortent de partout. En fait, ce film est structuré narrativement comme un jeu vidéo. Et une fois qu'on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus claires. Clairement, le scénario de base dans beaucoup de jeux, ça va être de monter des étages ou de passer des niveaux pour aller affronter un boss. Un boss qui est souvent très iconisé et qui va avoir des hommes de main. Là, on en a deux, on a Andy et Mad Dog. Pareil, on va redévelopper après Mad Dog, mais c'est vraiment un personnage qui pourrait être clairement un personnage de jeu vidéo. C'est ça. Et pareil, cette structure de jeu vidéo, elle s'arrête pas là. On vous parlait justement des moments de calme avec ces héros qui respirent, qui vont en apprendre peut-être un petit peu plus sur l'immeuble, sur comment s'en sortir. On est vraiment dans des cutscenes de jeux vidéo. On va voir le PNJ qui va vous raconter un petit truc sur l'immeuble, vous dire non, vous devez plutôt passer par là, ce genre de choses. Et encore une fois, ça reste des accalmies avant vraiment la tempête. Moi, je sais que ça m'a fait penser un petit peu à Street of Rage, par le fait où il y a vraiment, enfin, ou n'importe quel beat'em up où les gens arrivent quelque part et il y a des ennemis qui surgissent de part et autre et ils sont obligés de les affronter. Moi, c'est la scène du couloir. Tu sais enfin, je l'ai vu plein de fois. Là, je sais que quand tu l'as vu, t'as kiffé. Mais il y a une scène où à un moment, donc il y a Iko Uwai qui est avec son partenaire. Son partenaire est blessé et il va devoir le défendre. Et je sais pas, il a au moins 15 types, mais de manière
folle. Brutal et surtout, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que, pour vous dire, le caractère de ce flic-là, c'est un flic modèle, comme on en connaît dans beaucoup de films, mais il a une certaine violence en lui et à ces moments-là, quand il se retrouve, en fait, dos au mur, il devient vraiment, en tout cas dans les coups qu'il porte, méchant, quoi. On le voit, déchiqueter des genoux avec son couteau, entailler des jambes, bref, les laisser souffrir au sol et cetera. Là, c'est devenu une guerre, en fait et plus, policier contre méchant, on est dans une guerre, en tout cas entre les 2 clans, quoi. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que tu as vraiment ce côté où tu sens qu'il a une violence en lui qu'il exprime, mais qu'elle est nécessaire parce qu'en fait, ils sont en danger de mort. Oui, c'est ça. Et il y a à chaque fois, je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais, il donne des gros coups sur les appuis des mecs et t'as les genoux qui partent à gauche, à droite, les mecs sont désorientés. Les couteaux, comme t'as dit, le moment où il plante le couteau dans le genou et qui fait traverser toute la jambe sur le type, c'est excellent. Fou. Je sais pas Ouais, non, mais c'est ça. qu'est-ce que Non, t'as mais fait ressentir cette scène? bah, cette scène-là, ouais, j'étais impressionné. Ouais, moi, ce que j'ai aimé, c'est la chorégraphie que je trouve, exceptionnelle. On ressent vraiment la violence des coups. Il y a beaucoup de films où voilà, ça tape, que ce soit au niveau du bruitage, de comment les coups sont amenés avec la chorégraphie, la violence des coups et cetera. On est happé par la scène totalement et on décroche pas nos yeux. On a presque pas envie de cligner des yeux de toute la scène, quoi. Et c'est vraiment, un peu les scènes de combat, aussi, on parlait de jeux vidéo, que tu te retrouves, tu sais, tu progresses dans un bâtiment pour aller chercher une mission, un boss. Tu te retrouves souvent on peut parler, des jeux Batman, en fait, tous les jeux un peu d'action, solo, où vous vous retrouvez, par des moments dans des scènes, en fait, vous avez plein d'ennemis face à vous et vous allez devoir faire des enchaînements pour pouvoir passer à une autre pièce et cetera. Et ça me fait penser à ça, quoi. Tu sais, t'avais vraiment cette impression que pendant que Rama il donnait ses coups, il y avait un compteur de score, tu C'est sais. ça, ouais, c'est ça. Combo fois 60, tu sais, combo fois 60. Ah, c'était excellent. Ouais, vraiment, la jauge de combo qui monte, qui monte, qui monte, et des coups super stylés, parce que c'est vraiment Théo qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, Rama, quand il se combat pour les caméras, il fait que des finishes. Et t'as vraiment ce truc-là de finish de catch où tu vas avoir des RKO, des trucs. Enfin, c'est complètement fou, c'est complètement barré, quoi. Ouais, ou même du Mortal Kombat, quoi, tu vois, genre avec le finishing. Oui, il y a une scène qui est assez folle où justement, donc, Rama, il est en train de se battre contre différents mecs. Et à un moment, il en balance un à travers une porte. Donc la porte est pétée et forcément, les fondations de la porte sont encore là. C'est du bois qui est cassé un peu en pointe. Et justement, il va choper un mec par la tête. Il va sauter avec lui. Et en fait, le gars va atterrir, sa gorge va être coupée en fait par ce bois qui était en dents de scie. Il y a celui-là et il y a aussi Folle. celui quand il le jette dans la cage d'escalier et qui retombe au niveau d'un étage et qui se brise la colonne vertébrale avec une projection. Ouais, ouais, c'est assez violent, assez fou et spectaculaire surtout. C'est ça, on pensait que le mec allait tomber au sol, mais en fait, il se fracasse contre une rambarde. En fait, tout fait mal. Et c'est ça qui est vraiment ultra satisfaisant dans ce film. Quand tu regardes ce film, c'est un défouloir en fin de compte. Et ouais, pour revenir un peu sur l'aspect jeu vidéo, moi, ça m'a fait penser à un jeu auquel j'ai pas mal joué à une époque. C'est Hotline Miami, je sais pas si tu connais. Ouais, oui, bien Pour sûr. ceux qui connaissent pas, c'est sorti en 2012 du coup. C'est un jeu indé, il me semble, si je dis pas de bêtises, à la base. Mais, Ouais, c'est un ils ont tout sorti petit jeu. C'est un tout petit Alors, jeu. pour l'anecdote rapide, c'est un petit jeu qui est, grâce à ce jeu-là qui a super bien marché, il y a tout un studio qui s'est monté qui s'appelle Devolver. Et de là, donc, il y a eu une suite, il y a eu plein d'autres jeux, il y a eu des directions artistiques un petit peu particulières. On parlait de Drive il y a 2 épisodes. C'est typiquement un jeu qui est un peu mixé avec Hotline Miami par la violence, les couleurs vives. Et cette violence-là, ouais, comme tu dis Théo, ça se retrouve aussi Bah, là-dedans. ouais, c'est ça, pour vous expliquer rapidement ce que c'est Hotline Miami, c'est un jeu ultra stylisé, vous êtes en vue du dessus, on vous plonge dans les années 80 sous acide, et il y a une violence extrême. On a une BO électro, un gameplay basé sur la vitesse, l'improvisation et la précision. Dans Hotline Miami, tu meurs en un coup et tu recommences encore et encore. Et moi, je trouve que c'est ce qu'on retrouve un peu dans The Raid. Chaque scène, en fait, ça devient une sorte de run où la moindre erreur peut être fatale, en fait. Donc, on voit souvent, surtout au début du film, on voit l'équipe, dès qu'un mec s'approche de la fenêtre, boum, il se fait tuer. Le moindre erreur, les mecs qui attendent dehors, par exemple dans le camion, ils lisent le journal, ils sont pas concentrés, boum, ils se font tuer. C'est vraiment ça. Et la logique est la même, en fait, avancer pièce par pièce. Et dans Hotline Miami, vous êtes dans un étage, vous devez le nettoyer pour monter à un autre étage ensuite, en fait. C'est ça. Pour le coup, ce film-là cite du jeu vidéo. Alors là, Hotline Miami est sorti après, normalement. 2012, il me semble, Hotline Miami. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ce film,
on cite le jeu vidéo par la mise en scène, le rythme, tout ça, tout ce qu'on vous dit, mais c'est pas non plus explicite. Il y a un moment où la caméra va filmer par le dessus et on a un peu cette vue, déjà la Hotline Miami avant l'heure. Mais moi, je trouve que c'est jamais trop too much, alors que dans John Wick 4, il y a une scène comme ça qui dure une dizaine de minutes où c'est filmé par le dessus. Mm. Et ok, c'est bon, on a compris que tu as digéré Hotline Miami, que tu en as fait quelque chose, mais ça en devient un peu vulgaire. Là, c'est jamais le cas. Là, tout est vraiment bien digéré, je trouve. Ouais, mais je pense que c'est parce que voilà, on stylise la chorégraphie de combat, mais on stylise pas trop le personnage en tant que tel. Il va pas avoir de pose héroïque à la fin à la fin d'une scène ou un truc comme ça. Et puis on sent les corps aussi qui souffrent, les mecs qui sont vraiment dans une souffrance. T'entends les os craquer, tu vois des gens, même au sol, souvent que ce soit les ennemis ou les policiers, on les voit agoniser au sol, on les entend agoniser au sol. Et je pense que c'est ce qui permet en fait de différencier par exemple d'un John Wick où tu peux te dire, voilà, comme tu dis, une scène de 10 minutes, ok, t'as compris le concept, mais on va styliser un peu trop et mystifier un peu trop le personnage, là où je pense que c'est pour ça que les gens, certaines personnes vont dire que ça va leur sembler réel, parce que en fait, le personnage n'est pas trop mythifié, je trouve, le personnage principal. Ouais, c'est ça. Je pense que comme c'est d'autres codes narratifs et qu'ils n'ont pas l'habitude de les voir, Mm. ils ont cette sensation de ouais, c'est un peu réaliste, alors que pas du tout en fait. Et il y a des effets visuels que j'aime bien qui sont vraiment, je trouve, ancrés dans ces périodes-là. Il y a notamment du slow-mo. Bon, le slow-mo, ça existait déjà avant, mais là, on a l'utilisation du slow-mo, par exemple. Il y a un gosse qui va se faire tuer parce que lui, on tue des enfants. Quelques-uns, mais ça fait toujours plaisir. Parce qu'on avait enregistré The Raid non pas The Raid, Assaut la dernière fois, et il y avait déjà eu un gosse qui mourait. Et bref, il y a aussi un tir au fusil à pompe qui est au ralenti, et je trouve que cette slow-mo, alors elle n'est pas utilisée de manière trop exagérée, mais ça m'a fait penser à un film qui sort dans la même période avec une histoire très similaire. C'était Dredd, tu l'as déjà vu? Non, ça me dit rien. Eh bien, c'est parfait parce que Dredd fera l'objet, je pense, d'un épisode de podcast. Et pour faire simple, c'est aussi des agents qui vont devoir rentrer dans un immeuble pour aller contrecarrer donc, les plans de trafiquants de drogue. Donc voilà, je trouve que tout ce qui va être donc inspiration, jeux vidéo, tout ce qui est les arts martiaux, tout est très bien digéré, tout est donné un peu à sa sauce. Donc ça, on l'a déjà dit, c'est vraiment chouette. À côté de ça, l'attention, donc avec par exemple, on parlait de la machette, on parlait de ces endroits oppressants, mais il y a aussi tout un travail sur le son. Bon, on a la musique des années un peu 2010. Des fois, elle passe vraiment très bien, des fois un peu moins, je trouve. Ça, là-dessus, c'est inégal, mais il y a aussi quelque chose que j'aime bien, donc on va dire un peu la technique de l'élastique, où il y a une tension qui va se mettre, donc comme si on tire un élastique, et on sait qu'à un moment, l'élastique va rompre et qu'il va y avoir un claquement. Et il y a une scène que j'aime bien, où c'est un faux élastique finalement, parce qu'il va jamais craquer à ce moment-là. C'est quand un personnage, un méchant, va chercher les flics. Les flics sont cachés, et le personnage, il va taper avec sa machette contre le mur. Au début, c'est menaçant. Ensuite, on comprend que le bruit répétitif veut dire qu'il n'a encore trouvé personne, et donc on commence à s'habituer à ce bruit et ça devient une zone de confort. Et on se met à la place des flics, on nous montre les flics, et les flics, ils sont à fond sur du coup ce bruit qui est répétitif, un peu cet ostinato finalement, et d'un coup ils s'arrêtent. Et là où on avait un bruit qui à la base nous dérangeait, c'était un bruit réconfortant parce qu'on savait que la répétition de ce bruit faisait que le méchant était en train de chercher mais qu'il ne trouvait pas. Et donc quand il s'arrête, ce qui était la situation initiale, on était un peu angoissé, ben là on le devient beaucoup. Je trouve ça génial, tu vois. Bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est les moments calmes, ils servent. Là, on est sur un moment calme, typiquement, on n'a pas d'action pure et dure, mais ça sert à augmenter la tension. Et comme tu dis, il avance dans ce couloir, ils sont cachés dans un petit recoin, et là, il arrête de taper, et on voit cette machette qui en est du point de vue des gens, des policiers qui sont cachés, et on voit dépasser que le bout de la machette, et il s'arrête là, et il va s'arrêter là parce que des collègues à lui vont sortir, etc. Donc ça va l'interrompre dans sa recherche. Mais la tension avec le flic qui prend son couteau prêt à se battre et qui attend vraiment le dernier moment pour l'effet de surprise et essayer aussi de rester caché, quoi. Et ouais, elle est vraiment un peu, comme tu dis, angoisse. On passe par différentes émotions. L'angoisse, on se dit que ça va, ils vont s'en sortir, et puis au final, on est dans le doute constamment dans la scène de savoir comment ça va se passer, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que ce doute, il s'installe, cette angoisse, elle s'installe. Et là où de temps en temps, on a toute cette tension qui se forme, et là où des fois les scènes d'action, ça va être le pic maximum de tension,
Bah là, ça va être totalement un relâchement Mm. de temps en temps. De temps en temps, la scène d'action va aller de mal en pis. On a de plus en plus peur pour le personnage. Et donc là, la tension augmente, augmente, augmente. Mais de temps en temps, c'est justement pendant ces moments de pause, comme on disait, où c'est la tension qui augmente et elle rediminue avec les scènes d'action. Et puis ces moments-là permettent au personnage de récupérer aussi un peu, que ce soit physiquement, émotionnellement, à chaque fois, quoi. On sent que chaque moment de répit, c'est à la fois un moment aussi pour eux de faire le point sur la situation, où ils en sont, qui reste, qu'il faut sauver, etc. C'est un peu ces moments-là. C'est ce qui nous permet aussi de contextualiser où on en est à peu près dans l'histoire, quoi. On parlait de jeux vidéo. C'est vrai qu'on a un peu des PNJ Ouais. dans ce jeu. Euh, on va avoir le petit mec qui va les aider. On va avoir à un moment, je sais pas, il y a 2 snipers. On va avoir donc les sous-boss, Mad Dog et Andy. Donc tout ça, c'est des choses qui sont bien. Et on a aussi tout le côté caméra et microphone. Et moi, ça m'a fait penser à un film qui, je trouve, est dans euh, sa construction, ressemble aussi beaucoup à un jeu vidéo, c'est des Guerriers de la Nuit, Mhm. Warriors, donc qui a ensuite été adapté d'ailleurs en jeu vidéo par Rockstar à la fin des années 2000. C'est un super jeu. Et j'adore aussi le film. Et pour le coup, je trouve que ces scènes à l'interphone, il y en a une ou deux, ça m'a fait penser, c'est des petits clins d'œil, pareil, encore une fois, très digérés. Et je suis désolé de taper sur John Wick, mais dans John Wick, on a pareil, c'est une scène où je crois que c'est l'actrice, non, l'artiste plutôt, Lou on the Yakuza, Ouais, oui, 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 oui. qui du coup fait ces petites interludes à la radio. Et ok, on a vraiment compris le clin d'œil sur Warriors, mais c'est beaucoup moins digéré, c'est beaucoup plus grossier, je trouve. Surtout que là, c'est assez subtil parce que c'est bien utilisé. Et il est utilisé, je me semble, 2 ou 3 fois dans le... 2 fois? Ouais, Non, 3 deux, fois. trois 3 fois. fois. La première fois, c'est un enfant qui va donner l'alerte et qui va lancer réellement l'action. La deuxième fois, c'est le baron de la drogue qui va faire un appel à tout l'immeuble pour défendre en gros l'immeuble et il leur promet même un loyer gratuit s'ils venaient à liquider les flics. Et la troisième fois, c'est à la fin pour dire vous pouvez tous rentrer chez vous, c'est bon, c'est terminé. Voilà. Globalement, dans Les Guerriers de la Nuit, c'est une radio. Là, c'est un interphone, mais l'idée est la même, en fait. C'est de rallier tous les méchants, peu importe, en gros, leurs origines ou quoi. C'est vraiment, vous avez une mission, exécutez-la. Et ça va être, voilà, ça va donner des courses-poursuites complètement folles dans le bâtiment. Et une chasse, en fait, sans relâche pendant quoi 1h40, mais on voit pas le temps passer. C'est ça, ouais. Franchement, le temps dans ce film passe super vite. On l'a regardé juste avant le podcast, donc pour moi, pour la première fois. Et à un moment, je me rappelle, j'ai fait une pause pour aller aux toilettes et je dis à Raph, il reste combien de temps dans le film là? Parce que je lui dis, j'arrive pas, en fait, j'arrivais pas à me savoir si c'était passé beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, quoi. Parce que vraiment, on est happé et le fait que les scènes d'action soient aussi bien chorégraphiées, aussi violentes, etc., et ben on est concentré dessus parce qu'on a envie de voir le détail, on a envie de voir quelle technique il va utiliser pour détruire ce sbire. Et je suis même pas sûr qu'il utilise 2 fois la même technique pour tuer quelqu'un. Pourtant, il tue peut-être, je sais pas, 30 personnes, Ouais, 40 30, personnes. 40. Et à chaque fois avec d'une manière différente, quoi. Et ouais, franchement, c'était cool, quoi. C'est stylisé, mais pas non plus à la mort, quoi. Non, mais parce qu'en fait, les chorégraphies sont bonnes et elles s'enchaînent vite. Et moi, ce qui me saoule souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est styliser une chorégraphie, qu'elle rentre bien au cinéma, c'est cool. C'est tout ce qui entoure la chorégraphie de combat, souvent, qui va plus me frustrer dans un film. Typiquement dans John Wick ou dans T'as vu d'autres. Bullet Train? Ouais, Bullet Train. Ouais, typiquement, voilà. On est typiquement Voilà. là-dessus. Et nous, ce qui Film nous a... TikTok. Ouais, film TikTok, voilà, c'est ça. Euh, Là, on n'a pas la petite vanne une fois que j'ai niqué 10 mecs, la petite punchline un peu drôle ou je sais pas quoi. On a tellement de tension qu'il vide le couloir de 10 personnes, il avance, il progresse peut-être de 10 mètres dans le couloir, et ça arrive à un moment d'ailleurs où il sort d'avoir peut-être tué 10 personnes, et d'un coup, d'autres mecs, il avance pour aller cacher son collègue, et d'autres mecs sortent de d'autres portes du couloir pour tenter de le tuer, quoi. C'est ça. Et là où, par exemple, en Occident, on aurait besoin de se dire, il y aurait un commentaire métatextuel où le personnage dirait oh, ils sortent de partout, alors que pour vraiment souligner limite le fait que ce soit absurde, en fait là, c'est assumé. Mm. On n'a pas de problème là-dessus. Et c'est parce que le film s'assume qu'il en devient ultra plaisant à regarder. C'est ça. Pareil, le film, il est très court. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que le scénario, il est facile. Et j'aime bien parce qu'on a un peu ce twist de trahison. On a donc, attention, spoiler alert, on a Andy qui est donc l'un des sous-boss qui est en fait le frère de Rama. Et ils vont être alliés après pendant un moment pour faire du coup un combat à 3 avec Mad Dog, donc c'est assez ouf. Et pareil, on a le lieutenant, le flic, qui lui en fait est un méchant. Donc c'est des tropes ultra classiques du film d'action,
et qui sert en fait à redynamiser, à rebalancer les cartes, mais pareil, on n'en fait pas trop. Je trouve que dans le 2, donc Théo l'a pas encore vu, mais The Raid 2, on va avoir un peu ce souci-là de vouloir faire trop de choses et de pas être assez terre à terre. Là, clairement, on a les révélations qui se font assez vite, sans trop de surprises. Et encore une fois, elles aident à ce que le scénario avance. Et allez, il y a peut-être un moment où les deux frères restent posés pendant 2 minutes, histoire qu'il y en a un qui dise à l'autre, ouais, tu vas être tonton, tout ça, pour peut-être ajouter un peu d'ambiance dramatique. Mais c'est balayé d'un revers de la main par l'autre, et puis on passe à autre chose. Mais ce que j'aime bien dans ça, c'est que à aucun moment dans le film, on nous donne un indice sur le fait qu'ils puissent être frères. Parce que on pourrait nous le montrer, parce que notamment, du coup, c'est Rama qui dit à son frère, j'entends depuis ce matin des gens qui disent qu'il faut qu'on te liquide, en fait. Et on aurait pu le voir réagir quand les gens parlaient de lui, etc., en disant faut le liquider. Et non, on nous le montre pas, quoi. Et je trouve ça bien parce que en même temps, on raconte pas grand-chose, ça dure pas très longtemps, mais ça amplifie la scène parce qu'on s'y attendait pas, quoi. Clairement. Et donc, le film il brille par ses chorégraphies. Les chorégraphies, on les doit à 2 hommes, donc Iko Uwais et donc à ce Mad Dog qui est Yayan Ruhian. Et donc, je me suis renseigné un petit peu sur le Yayan Ruhian. Donc déjà, les deux sont potes. Ok. Donc ce Mad Dog, il faut savoir qu'il a enseigné le Pankrat Silat, notamment en Europe dans les années 2000. Donc clairement, c'est l'ennemi de Cyril Diabaté. C'est ça. Je veux dire. Non, mais voilà, donc c'est aussi un adepte de l'aïkido et tout ça, c'est des choses qui se ressentent en fait dans la manière dont les coups de pied sont envoyés, dans la manière dont on va avoir ce genre de petits coups circulaires qu'on va retrouver chez certains maîtres du Mito Jutsu de la Après, self-défense. l'aïkido en tant que tel, à son origine, parce qu'on en a fait maintenant, c'est vraiment le but est de détruire son adversaire et de quand on dit détruire, c'est l'achever de la manière la plus efficace possible, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai que par moment dans la scène, on peut retrouver du penchak silat pour le combo au corps à corps, etc. Mais tout ce qui est, ce qui peut être scène plus couteau, etc., qui sont là vraiment pour achever les personnages. On est vraiment dans le but de la recherche d'efficacité pour achever les mecs, quoi. C'est ça. Voire des fois, on en fait limite trop. Au lieu de donner une balle dans la tête, on va en donner Ouais. 3. Mais ça va avec le ton du film. Mais je trouve que, en fait, toutes ces scènes où ça mitraille beaucoup, on pourrait dire surtout la première scène là, de la première fusillade où ils sont à l'étage bloqués, ils sont tirés dessus par au-dessus. Des deux côtés, ça mitraille. On dirait ils ont activé leur code cheat munitions illimitées sur GTA et ça se mitraille. Mais c'est pas si choquant que ça parce qu'en fait, ça nous permet, ça représente aussi, moi, ce que je trouve, on a l'impression que ça donne la panique en fait des mecs. Ils tirent autant parce qu'ils ont peur, ils sont bloqués, ils sont à un étage, il y a des gens qui leur tirent au-dessus. Et les mecs, en fait, vident leur chargeur parce qu'ils n'ont pas d'autre solution et c'est le meilleur moyen pour eux de se couvrir, quoi. Et encore une fois, ça participe à augmenter la tension, quoi. Clairement. Et du coup, ce Mad Dog, bon, c'est clairement pas un peintre. J'ai vu qu'il a été du coup instructeur de combat rapproché dans la police indonésienne. Et moi, ce que j'ai kiffé dans le film, c'est que c'est, je pense, le personnage le plus petit. Ils sont pas mal. Ben, je sais que Iko Uwais, pareil, il est aussi assez petit. Mais les mecs, ils arrivent à en imposer quand même. Mm. Et c'est pas trop par la mise en scène parce que, en fin de compte, la caméra va pas te faire genre qu'ils sont plus grands ou quoi. Ça va pas non plus être comme quand Stallone, voilà, des fois, il est filmé, en fait, c'est sur des estrades ou quoi. Là, c'est vraiment juste, comme on dirait sur Twitter, de l'aura farming. C'est un peu ça, ouais. Le mec est trop stylé, il en impose, il bombe le torse, mais juste ce qu'il faut, c'est pas ridicule. Et en fait, il est petit, mais il prend de la place. Et c'est ça qui est génial. Et il fait faire un combat contre un mec qui fait quoi, 20 kilos de plus que lui. Facilement, ouais. Et le premier combat de Mad Dog, comme ça, il est iconique, où en fait, tu te rends compte qu'il aurait pu tuer son adversaire avec un flingue, mais il dit non, non, là, on va se taper. Et tu comprends ça, et ils vont marcher jusque dans la pièce, et la tension monte, et tu dis, ok, mais s'il n'a pas voulu l'achever maintenant, c'est qu'il a envie de se battre, et il aime ça. Et C'est un peu le Bronson indonésien. c'est ça. Non, la comparaison est un peu nulle, mais c'est ça, il est sûr de lui. Et pour lui, c'est ce qui nous fait comprendre, mais tuer quelqu'un avec un gun, c'est pas assez noble. Pour lui, il le montre, d'ailleurs, il montre ses points. Et je sais plus ce qu'il dit, si c'est avec ça que je vais te tuer, mais c'est bien mieux comme ça, une phrase comme ça. C'est clair. Et vraiment, Mad Dog, c'est un nom qui lui va bien. C'est vraiment le chien fou. Il est vraiment juste là pour aller montrer à son maître qu'il a tué des gens. Il a envie de défoncer, mais vraiment tout le monde. Et il est très loyal, en fait. Là où Andy, donc, du coup, va trahir son chef, on va vraiment avoir le Mad Dog, c'est vraiment le chien qui va, du coup, traquer les ennemis, ramener les cadavres, qui va être choqué quand son collègue, ben, du coup, va être déloyal.
Donc on a vraiment tout ce truc autour du chien aussi qu'on pourrait C'est ça, ouais, non, mais c'est analyser, ça, quoi. il ramène ça à proie quand du coup il va finir par tuer ce flic qui est quand même le chef de l'escouade. Donc on s'attend pas forcément à ce que dans cette scène, en tout cas moi qui n'avais jamais vu le film, je m'attendais pas à ce qu'il meure. En tout cas le chef de l'escouade. Donc déjà on nous le fait tuer. Et moi ce que j'aime bien, son nom, Mad Dog, etc., c'est qu'après en fait il va traîner le cadavre et en fait il ramène son trophée à son chef, quoi, comme un bon toutou, quoi. Mais j'ai bien aimé ça, ce moment-là où il traîne le cadavre, et on a notamment Rama qui le voit traîner le cadavre et ça va encore plus le motiver, du coup, à les arrêter, quoi. Et donc ces deux acteurs-là, ils ont fait pas mal de films après. Iko Uwais, lui, je sais que pendant du coup, avec l'explosion de The Raid sur le devant de la scène à l'international, il a fait plein de films qui sont un peu des sous The Raid. Bon, déjà, il a joué dans la suite, mais après, il a fait d'autres films, The Night Come From Us, euh, Headshot et d'autres, je les ai pas notés, mais c'est à chaque fois des sous The Raid qui arriveront jamais à avoir cette quintessence qu'avait The Raid, qui est à la fois ultra simple dans sa forme et son fond, mais qui finalement, et même dans son style, mais en fait c'est la résultante de plein d'influences qui ont été vraiment bien digérées. C'est le film qui a été fait au bon moment en fait. On aurait pu dire que finalement un peu l'apothéose pour sa carrière, ça aurait été d'aller dans Expendables, sauf que ben lui il apparaît dans Expendables 4. Et ben moi je l'ai vu, c'est cata. Et Il est forcément, catastrophique, ce film, vraiment, nul. oh là là, c'est honteux, quoi, Randy vraiment. Couture non plus ne sauvera pas le film. Ah. Anecdote, donc hier, quand on enregistre ce podcast, hier j'étais à la soirée Twin Peaks à Metz, organisée notamment par donc c'était Guigui le Gentil, et puis il y avait aussi le Coin Pop, et puis Pic Cinéma qui était là. Et tout ça pour dire que lors de la diffusion des épisodes de la saison 3, j'ai vu Michael Bisping qui joue dans Twin Peaks. Ah oui, ok, d'accord. Excellent, Ok, donc voilà, sympa. Randy Couture, Michael Bisping, bref, ça c'est des gros gaillards, et là des gros gaillards, il n'y en a pas dans ce film. Là on est plutôt sur des petits mecs aérodynamiques, et on les a pris pour ça, pour jouer dans des films comme Expendables, et finalement ça a pas trop pris, parce que voilà, comme je le disais, c'était vraiment The Raid, la petite pépite, et après on n'a jamais réussi à faire mieux. Mad Dog, lui, dans son cas, je sais qu'il apparaît dans John Wick 3, mais Ouais. vite fait, j'ai vu je crois qu'il est casté, c'est genre Shinobi numéro 2, quoi. C'est en fait, on le voit, donc quand tu connais The Raid, t'es super content, mais on lui donne pas assez. C'est un petit peu dommage, mais bon. Pareil, j'ai vu un truc, c'est que du coup, Iko Uwais et Yaya Ruyan, ils avaient travaillé avec Gareth Evans un film avant The Raid. C'était Meranto, que j'ai pas vu, qui est sorti un an avant, qui est aussi un film sur les arts martiaux. Donc à voir si on le fait un jour ou pas. Mais l'alchimie entre ces deux mecs et le réal, a dû se faire juste avant. Et voilà, encore une fois, quand on arrive à The Raid, tout est tout est là, quoi. Tout est là. Et d'ailleurs, si vous vous demandiez, j'ai fait une petite recherche parce que justement, avec Théo, à un moment, on était comme des fous devant la fameuse scène de couloir où Rama déglingue tout le monde. Et on parlait de John Wick en se disant, moi je lui disais, tu sais, je suis pas sûr là, hein, si là John Wick il vient dans le couloir, moi j'ai un peu peur pour lui, quoi. Ce serait un bel affrontement, je pense. Eh ben, figurez-vous que Iko Uwais, il a joué dans un film de Keanu Reeves. J'ai vu Man of Taichi. Alors, j'ai pas vu le film, et j'ai regardé 2-3 extraits sur YouTube, et je crois pas qu'ils se sont affrontés directement. Mais en tout cas, les deux étaient déjà sur le même tournage, donc c'est Ouais. assez cool. Et en plus, c'est un film de Keanu Reeves, non? Ouais, oui, C'est c'est un film celui de Keanu Reeves. qui l'a réalisé. Je pense qu'on peut clairement le dire, on recommande The Raid. Oui, clairement, ouais. Moi, si tu veux bien, je vais en parler en premier, parce que moi, comme vous le savez, après tous ces épisodes, Raphaël, il me fait découvrir il a une culture qui est plus étendue que la mienne, notamment dans différents styles, et il m'a fait découvrir beaucoup de choses jusqu'à présent. Et pour moi, ça a été une nouvelle découverte. Bon, le film d'action, je connais quand même, etc. Mais déjà, un film indonésien, j'en ai jamais vu de ma vie, quoi. Et franchement, foncez, regardez, vous allez passer, pour ceux qui aiment les films d'action, dans leur globalité, peu importe le style que vous aimez, posez-vous dessus, vous n'allez pas décrocher pendant 1h40, et vous allez voir un bon film. Voilà. Ouais, vraiment. De toute façon, pour tous vraiment les adeptes du cinéma d'action, c'est un classique, c'est un incontournable. Donc, si vous n'avez pas encore jeté un œil dessus, il faut foncer. Euh, je suis super content que tu aies passé un bon moment devant, parce que c'est vrai que cet exercice de te faire découvrir des films que moi j'aime bien, et j'ai hâte à chaque fois d'entendre du coup ton avis sur le film.
Et franchement, je suis super excité de te faire découvrir des films à chaque fois dans chaque émission. Ouais, mais puis, mais par contre, j'ai hâte de tomber sur un film que tu présenteras et que soit j'aime pas trop ou pas du tout et qu'on puisse en débattre. Ça pourrait être pas mal aussi parce que jusqu'à présent, t'as plutôt bien tapé à chaque fois. Donc, peut-être qu'un jour, ou alors inversement, peut-être que c'est moi qui me proposerai un film qui t'aime pas, mais ça pourrait être intéressant aussi, quoi. C'est vrai que ce serait bien. Pour l'instant, c'est vrai qu'on tombe souvent très juste. On est à quelques détails près, on est souvent d'accord sur. Après, pour vous expliquer, on est amis dans la vraie vie, on a beaucoup de choses en commun qu'on aime. Du coup, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on va traiter et pas forcément qu'on aime de la même manière, mais on va avoir beaucoup de points où on va se rassembler. Et voilà, mais ouais, c'est toujours appréciable en fait de découvrir de nouvelles choses parce qu'on prend pas tout le temps ou on fait pas l'effort de découvrir de nouvelles choses. Et je sais que toi, tu as beaucoup ça, je veux dire, dans ta vie, tous les jours, etc. Tu essayes de découvrir des choses. Je sais pas forcément les références, etc. Et grâce à toi, en tout cas, et cette année, un peu, on va parler de deuxième partie 2025 et maintenant 2026 avec le podcast, j'ai découvert plein de nouvelles choses et je te remercie. Puis je vous remercie aussi de nous écouter parce que ça nous permet aussi de continuer et puis pour moi de découvrir de nouveaux films et de nouveaux types de cinéma en tout cas. Donc voilà, on a bien conclu, je pense, cet épisode. On va maintenant passer aux recommandations. T'en penses quoi, Théo? Yes, avec plaisir. Est-ce que tu as préparé tes recommandations? Ouais, j'ai préparé mes recommandations et j'ai préparé une recommandation en particulier. J'ai beaucoup de gens qui, moi, dans mon entourage, qui ne connaissent soit pas les sports de combat, soit les arts martiaux, etc. et qui me demandent pourquoi le nom Kimura. Donc, j'ai voulu vous recommander quelque chose qui va vous permettre de savoir ce que c'est qu'une Kimura. Et pour ça, on va partir on va retourner un petit peu dans le passé. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à un moment culte du MMA, en tout cas une Kimura qui est culte, et parce que c'est un sport qu'on affectionne profondément avec Raph et expliquer en même temps, du coup, qu'est-ce que le nom de notre podcast. Donc, retour en 2011, UFC 140. Le combat oppose deux légendes du sport, Frank Mir, ancien champion poids lourd de l'UFC, et Antonio Rodrigo, de surnom Minotaur Nogueira, icône brésilienne, célèbre pour ses soumissions spectaculaires et sa résilience presque surnaturelle. Nogueira, c'est un survivant, un gars qu'on pensait impossible à finir au sol. Et pourtant, ce soir-là, c'est l'inverse qui va se produire. Mir, il est en grande difficulté, il est presque KO, il va prendre un crochet et être au sol et Nogueira va tenter de le soumettre. Proche du KO, il titube, il vacille. Pour ceux qui pourraient faire une comparaison, il est un peu proche du KO comme Sheik Kongo quand il fait le plus grand comeback de l'histoire de l'UFC. Il titube, il vacille, tout le monde pense que le combat va s'arrêter. Mais dans un moment de lucidité et par pur instinct, alors que Nogueira est sur lui, il réussit un scramble incroyable. Donc un scramble, c'est un retournement. En gros, il est sur le dos avec son adversaire sur lui et il va inverser la position et il va verrouiller une Kimura pour gagner le combat. Cette clé d'épaule redoutable. Et ce que je vous disais, c'est que Nogueira était connu pour être solide et ne jamais abandonner. Et c'est pas juste une soumission, du coup, c'est une exécution clinique, brutale et inévitable, un peu comme dans notre film aujourd'hui. Et Nogueira va refuser de taper. Et dans ce moment suspendu, la tension, elle explose et le bras de Nogueira va se casser. C'est la première fois que quelqu'un soumet Nogueira. C'est un instant historique, choquant et inoubliable pour moi. Et la Kimura, c'est la technique pour moi qui retourne, en tout cas dans cette situation, une situation désespérée, le contre fatal au moment où tout semble perdu. Et c'est une image de bascule, en tout cas à ce moment-là, de calme et de stratégie au cœur du chaos. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans nos films qu'on analyse. Et je trouve, en ayant fait en tout cas ce petit laïus, c'est exactement ce qu'on veut faire passer ici. On veut vous faire plonger dans des films comme on analyse un combat, chercher le détail, le mouvement clé, mais surtout l'instant qui va tout faire basculer. Parfois c'est brutal, parfois c'est subtil, mais il y a toujours une tension, une emprise, un retournement. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Kimura. Et franchement, Théo, c'est super beau. J'essaierai de mettre des petits bruitages d'applaudissements. Merci beaucoup. Du coup, vous avez bien compris, Théo vous recommande de la violence en barre Voilà. avec ce cher Frank Mir et puis ce bon vieux Minotaur. Frank Mir, pour vous expliquer un peu qui c'est le personnage, c'est vraiment la définition du bourrin américain. Le mec est sous stéroïdes, vraiment musclé et tape fort comme un âne, quoi. Voilà. Et donc, il réussit cette soumission. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, du coup, vous tapez Frank Mir vs Nogueira, UFC 140. De toute façon, vous allez tomber sur YouTube directement. C'est vraiment un finish mythique. C'est ça, c'est un moment de flottement dans le temps.
Et donc, en parlant de ça, je pense que c'est la dernière fois que je vais recommander cette série, mais je suis obligé de le faire maintenant. Je vous recommande donc Twin Peaks, vous l'avez bien compris, je communique un petit peu dessus sur les réseaux. J'adore cette série, ça fait depuis début 2026 que je me suis plongé dedans. Ça faisait déjà quelques années que tout ça me tournait autour. Et je pense qu'avec le décès de David Lynch, malheureusement, ça a été un peu le point de pivot où j'ai commencé à m'intéresser au personnage, me rendre compte que l'univers qui me semblait beaucoup trop complexe et difficile d'accès l'est finalement pas autant, parce que c'est quelqu'un qui, sous ses airs de mysticisme, joue beaucoup sur l'émotion, sur ce qu'on va ressentir. Et personnellement, Twin Peaks, c'est une série qui m'a accueilli. Je trouve qu'elle fait à la fois l'effet d'un doudou, mais un doudou qui dérange un peu. Et voilà, donc je vous la recommande. Et je vous recommande aussi de manger de la tarte à la cerise. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? La tarte à la cerise. Pour vous dire, Raphaël m'a tellement parlé de Twin Peaks. Alors, j'ai des rêves de David Lynch, mais j'avais pas Twin Peaks. Il m'en a tellement parlé ces dernières semaines que je vais être obligé de me lancer dedans. Alors, comme maintenant, ce que j'essaye de faire à chaque fois qu'il me parle d'un film que je connais pas, je me spoil pas, je regarde rien. Et prochainement, il va recevoir un petit message lui disant « J'ai commencé Twin Peaks, c'est trop bien » ou « C'est de la merde », j'en sais rien. Mais à mon avis, tu risques de recevoir ce genre de message prochainement. Bah, c'est super, voilà, je fais mon travail, je continue à prêcher du coup la bonne parole. Et pour ceux qui connaissent pas Twin Peaks, rapidement, bien sûr, sans spoil, il y a un meurtre qui est commis donc dans cette petite ville de Twin Peaks, une petite ville entre Montières et une petite ville entre forêt et montagne. Et donc, dans cette ville, va y avoir l'arrivée d'un agent du FBI, l'agent Cooper, un personnage vraiment iconique, qui donc va devoir enquêter sur le meurtre donc de une jeune lycéenne qui s'appelle Laura Palmer. Voilà, j'en dis pas plus, c'est une série qui est vraiment culte, pas à mettre entre toutes les mains, mais finalement un petit peu quand même. Ouais. Donc voilà, c'était tout pour nous. Ça m'a fait super plaisir d'enregistrer ce podcast, cet épisode sur The Raid. Pareil, c'était super comme d'habitude. Et puis, petit rappel, encore une fois, avant de partir, n'hésitez pas à nous suivre. On vous a parlé d'Instagram et toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast comme d'habitude. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. C'est ça, suivez-nous partout. Kimura se mondialise, c'est le bordel, je sais. Et puis on se retrouve au prochain numéro. Allez, ciao Raph, ciao Salut tout le monde. tout le monde.